Bonjour, bonjour, à la poursuite de Novembre rouge. Et celui-là, il est bien rouge puisque nous sommes au Venezuela où a eu lieu le 21 novembre les élections municipales et régionales. Alors, l'enjeu réel de ces élections, comme on le verra, était plus de tourner la page du coup d'État institutionnel instauré par Donald Trump à travers de l'opération Guaido. Toute l'opposition dans toutes ces factions a participé aux élections, y compris d'ailleurs le parti de Leopoldo López et de Juan Guaido. Donc la démocratie vénézuélienne est relégitimée. Nicolás Maduro a réussi à ramener cette opposition séditieuse et putschiste sur les rails de la Constitution et de la démocratie électorale. Donc de ce point de vue, c'est une victoire. Nous allons analyser évidemment les chiffres et pour cela, nous sommes avec un invité de luxe, mais comme toujours sur les deux rives, nous sommes avec Lina Sankari depuis Caracas. Lina est journaliste à l'Humanité et donc elle a participé à ce processus électoral. Lina, comment vas-tu? Ça va bien, merci pour l'invitation, Romain. Bon, alors on va commencer. Une question toute bête, Lina. Donc toi, ça fait quelques jours que tu te balades au Venezuela, donc tu as pu voir un peu l'ambiance et puis aussi voir le jour de l'élection comment ont voté les Vénézuéliens. Alors avant de rentrer dans les chiffres et l'analyse des résultats, qu'est-ce que tu as vu au Venezuela de tes propres yeux qu'on t'a pas raconté? Alors déjà, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la forte conscience du caractère historique de cette élection dans la population, malgré son caractère local et régional. Tout le monde avait conscience, que ça soit dans les secteurs chavistes ou dans les secteurs d'opposition, je parle des électeurs, hein, je ne parle pas des représentants politiques, tout le monde avait conscience là qu'il se jouait quelque chose d'important. Je pense notamment, alors je vais parler des chavistes d'abord parce que c'est peut-être le plus simple. Euh, il y avait là la volonté de montrer de montrer au monde, ça c'est très important, pas de montrer seulement au Venezuela, mais de montrer au monde qu'on pouvait exercer par la souveraineté populaire comment dire ça, qu'on pouvait exercer son droit démocratique, ça, qu'on pouvait faire parler sa voix, et qu'on avançait pour la paix et aussi qu'on avançait pour un nouveau modèle économique. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Maintenant, il faut rompre avec le cycle dans lequel on était, qui effectivement, par les sanctions, par le blocus et aussi par la crise qui a généré, il faut maintenant un nouveau modèle de prospérité et notamment un nouveau modèle de développement avec une production nationale qui est effectivement en train d'émerger. Donc il y avait une certaine fierté de ce côté-là en disant voilà, c'est nous qui allons choisir et surtout, vous, étrangers, montrez bien ce qui se passe chez nous. Du côté de l'opposition, les électeurs avec lesquels j'ai pu parler mettaient aussi en avant cette rupture de ce changement d'air. Ça, c'était aussi intéressant. Je pense que beaucoup ont compris qu'effectivement, le cycle d'abstention ne menait à rien parce qu'il ne leur permettait pas d'avoir une représentation dans les instances dirigeantes et les conseils ici régionaux et municipaux, et que ce n'était pas par cette voie-là qu'effectivement qu'ils pouvaient espérer, et ni par l'insurrection violente qu'a connue le Venezuela ces dernières années, qu'ils pouvaient espérer avoir voix au chapitre en quelque sorte. Oui, alors il y a un détail qui est très important de savoir qui parle. Lina Sankari, si vous lisez l'Humanité, vous savez qu'elle écrit généralement sur l'Asie, donc pas forcément sur l'Amérique latine. Or, il se trouve que comme nous sommes à la poursuite de Novembre rouge et que ce dimanche, il y avait aussi des élections au Chili, Rosa Moussaoui, qui s'occupe de l'Amérique latine au journal L'Humanité, était au Chili, donc c'est pour ça que Lina est allée couvrir le Venezuela. Donc celle qui vous parle, c'est un esprit vierge. C'est quelqu'un qui n'a pas été au Venezuela, donc elle raconte ce qu'elle voit. Elle n'est pas influencée par certains secteurs politiques. Je crois que c'était bon de le rappeler. Donc, vas-y Lina, tu voulais dire quelque chose?
Ben oui, effectivement, je pense que ce qui est important le plus frappant, et effectivement, j'ai aussi parlé avec des observateurs internationaux qui étaient très frappés par la paix qui régnait dans les rues hier et devant les bureaux de vote. C'est un processus qui s'est passé tout à fait calmement, de manière absolument démocratique. Et pour être rentré effectivement dans les bureaux de vote, je pense qu'il y a peu de pays au monde qui ont un système électoral avec ces machines qui ont fonctionné de cette manière-là. Et je pense que c'est aussi une performance parce qu'il faut se rappeler que l'an dernier, juste avant les législatives, en 2020, il y avait un entrepôt qui contenait des machines électorales qui avaient été incendiées volontairement pour rompre le processus démocratique et donc empêcher les Vénézuéliens de s'exprimer, en tout cas pour la partie qui souhaitait participer aux élections. Et aujourd'hui, on a affaire à des machines 100% vénézuéliennes. Je pense que ça, il faut le noter dans le contexte de blocus, de sanctions et de crise économique auquel on a affaire. C'est quand même une performance assez incroyable. Et quand je dis que ce système-là, on ne peut pas le soupçonner de fraude parce que effectivement moi j'ai assisté à la manière dont l'identité était vérifiée avec les empreintes digitales. Ensuite, la manière dont le président, c'est un peu technique, je m'en excuse, mais la manière dont le président du bureau de vote active une fois seulement après avoir constaté l'identité et vérifié l'identité de l'électeur, active la machine électorale. L'électeur vote, il reçoit lui-même un papier qui lui confirme le vote, que son vote a bien été pris en compte et que effectivement c'est bien le parti pour lequel il souhaitait s'exprimer qui a été enregistré. Il le met dans l'urne et ensuite il reconfirme avec son empreinte digitale et une signature. Voilà. C'est un système impossible à falsifier. Alors ça, évidemment, merci d'avoir dit ça, parce que pour le coup, c'est vraiment ce que tu as vu. Alors, il se trouve que moi, comme vous le savez, si vous ne le savez pas d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, mais j'ai été donc résident au Venezuela, puisque j'y ai vécu plus de 10 ans, et donc j'avais le droit de vote pour les élections municipales et régionales il y a quelques années. Là, je n'ai pas pu me déplacer en ce moment à Lima, au Pérou. Je n'ai pas pu me déplacer, mais c'était une des seules élections que je n'ai pas accompagnées. Il se trouve que donc j'ai voté au Venezuela et en France. Non, il se trouve qu'en France, le bureau de vote dans lequel je votais est un bureau qui utilise une machine informatique. Je peux vous dire que le système français est médiéval par rapport au système vénézuélien. Parce que ce que vous a raconté Lina, c'est vrai, mais elle a oublié un petit détail. C'est qu'en amont, il y a 16 audits sur les machines de vote, sur la transmission des données, sur le registre électoral, je n'ai pas la liste des 16 audits, mais toujours est-il, ils sont sur les deux rives d'ailleurs, les 16 audits. Il y a un article que vous pouvez voir sur le site lesdeuxrives.info. Et les représentants de chaque parti participent avec le Centre national électoral à chacun de ces audits et donc signent quand ils sont d'accord. Donc, à chaque fois que l'opposition, par exemple, avait hurlé à la fraude, le Centre national électoral disait non, c'est pas possible, vous avez donné votre aval. Donc, on peut pas. Et ensuite, chose très importante, comme dit Lina, on vote sur une machine. Il y a un papier qui s'imprime, on met le papier dans une enveloppe et on met l'enveloppe dans une urne. Par loi, 54% des urnes sont ouvertes le soir même pour un recomptage et ils sont tirés au sort en présence de tous les partis. Donc, ça fait évidemment un autre audit post-électoral. Et lorsqu'il y a des litiges, comme c'était le cas en 2013, par exemple, où Nicolas Maduro avait gagné l'élection avec 1,5% de différence face à M. Capriles Radonski, 100% des urnes ont été ouvertes. Voilà, ça c'est important de souligner parce que c'est un modèle évidemment d'un système électoral blindé qui existe depuis 2007. Regardez-moi bien, depuis 2007, il y a eu une légère modification de la loi électorale en 2010, et depuis 2010, c'est le même système qui est utilisé à chaque fois. Donc, cela met en porte-à-faux tous les responsables politiques et médiatiques
qui ont dit durant les 5 dernières années que le système n'était pas viable et qui s'apprêtent aujourd'hui, pour un changement géopolitique, à dire qu'il était viable. C'est le même système, vous êtes ridicule et on vous prend pour des buses. Et moi, je rajouterais juste pour conclure cette partie que, effectivement, en plus, le Centre national électoral, aujourd'hui, l'opposition a des représentants dans ce Centre national électoral. Donc, ils ont aussi blindé de ce côté-là. Voilà. Oui, oui, alors ils en ont toujours eu aussi. On se rappelle du vice-recteur du temps de Tibissaï au Sénat, j'ai oublié son nom, ça me reviendra certainement, qui était ouvertement d'opposition, qui mangeait et déjeunait dans des beaux restaurants de Caracas avec des responsables politiques de l'opposition, donc chose qui d'ailleurs ne serait pas passée dans le cas inverse. Bon, toujours est-il qu'effectivement, là, il y a 2 recteurs sur les 5 qui sont ouvertement d'opposition. L'un, Pinson, était le responsable électoral de M. Capriles-Radonski. Donc là, je veux dire, plus d'opposition, tu meurs. Lina, on va passer un petit peu aux chiffres. Alors, je sais que tu n'aimes pas forcément les chiffres, mais enfin, qu'est-ce que ça donne de manière très générale, ces élections? Bon, je pense que personne ne peut contester la victoire incontestable, justement, du PSUV, donc du parti au pouvoir. C'est une réussite incontestable. Déjà, d'avoir ramené effectivement l'opposition dans le jeu démocratique, tu le disais tout à l'heure, ça c'est quand même un tour de force après les années terribles que le Venezuela a vécues. Donc ça, c'est très, très malin de la part de Maduro, puisque ça permet effectivement de tourner la page de la polarisation et de la crise économique. En tout cas, voilà, il les a ramenés dans un dialogue. Et d'ailleurs, c'est le discours qu'il fait dès la tombée des résultats. Hier, il les invite à la réconciliation nationale et à s'asseoir à la table, à s'asseoir de nouveau à la table des négociations. Il leur tend la main, clairement. Donc ça c'est assez intéressant. Ils emportent 20 États sur les 23 qui étaient en jeu. Bon, effectivement, alors, comment dire, Capriles enfin, en tout cas, son entourage, peut-être pas lui directement, mais Capriles, dès le soir même, commençait à dire effectivement que si l'opposition avait été unie, parce qu'on peut rappeler effectivement, alors ça fait partie des chiffres, si toi tu aimes ça, effectivement, il faut peut-être rappeler le nombre de partis qui concouraient. Et surtout le pourcentage de partis d'opposition. 97% des candidats venaient de l'opposition. Voilà. Alors pour être exact, effectivement, c'est 96,1% des candidats qui étaient d'opposition. Il y avait 70 244 candidats pour, que je ne dise pas de bêtises, 3082 postes à pourvoir. Les chavistes avaient 3082 candidats et les 66 000 et quelques qui restaient, c'était donc des candidats d'opposition. Un candidat chaviste pour 22 candidats d'opposition. Et effectivement, cela leur a porté préjudice. Peut-être qu'on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. En tout cas, il y a un chiffre qui était évidemment, étant donné que là, on peut dire, là, il n'y a pas de, c'est pas à demi-mot. L'opposition, c'est plus une rouste électorale. Et donc, il fallait regarder sur un chiffre qui était un peu moins bon, on va dire, et c'était le chiffre de l'abstention. Alors effectivement, figurez-vous que le Venezuela, alors il viendra aussi pour essayer d'expliquer aussi pourquoi, mais le Venezuela, ce dimanche 21 novembre, n'a pas réussi une bonne performance puisqu'il a réussi pour des élections régionales à faire le même chiffre de participation, pas très haut, qu'avait fait la France pour ces mêmes élections régionales en 2020, c'est-à-dire 58% d'abstention. Voilà. Alors, bien évidemment, personne n'est allé contester l'élection des présidents de région en France, et personne, je suis sûr, ne contestera l'élection des présidents de région, des gouverneurs au Venezuela. Alors, comment peut-on l'expliquer, ce pourcentage? Je pense certainement, tu as dû rencontrer des gens, Lina, qui étaient un peu lassés
non, par la situation économique induite par le blocus et le fait, évidemment, qu'on passe du temps à résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Alors, déjà, pour revenir sur cette histoire de chiffres, effectivement, si on compare au régional de 2017, où la participation était de 61%, on note un recul de 20 points. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, ce n'est pas une réussite. Mais si on compare aux législatives de 2020, pardon, donc les dernières élections qui ont eu lieu où toute l'opposition n'était pas représentée puisqu'elle avait choisi déjà, encore une fois, de se présenter de manière dispersée et pour une partie de boycotter le scrutin, là, on note une augmentation de 10 points, puisqu'on était à l'époque à 31% il y a un an. Tout à fait. Effectivement, c'est voilà. Et puisque tu en es à comparer, je crois que c'est pas mal de comparer avec d'autres pays, puisque, alors la France, évidemment, puisqu'on a exactement le même résultat pour exactement les mêmes élections, non. Et puis aussi, comparons juste avec le Chili. Le Chili a eu des élections présidentielles. Donc les élections présidentielles, ça attire bien évidemment beaucoup plus de monde qu'une élection municipale ou régionale. Et il y a eu 44% de participation au Chili le même jour. Non, évidemment, personne ne conteste la légitimité des présidentielles au Chili. Donc, voilà. Effectivement, comparons. Et est-ce que tu pourrais avancer un élément de réponse aussi expliquant cette participation? Alors, c'est pareil, je pense qu'il faut distinguer, encore une fois, les deux camps, parce que on va essayer de faire dans la nuance. Pour ce qui est des secteurs chavistes, moi, ce que j'ai pu constater, c'est quand même un soutien et un fort soutien à l'idéal révolutionnaire. Ça ne s'est pas évanoui. Seulement, effectivement, du fait des sanctions, du fait du blocus et de la crise économique et des situations, des conditions de vie quotidiennes extrêmement difficiles, d'une inflation qui a été galopante ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, il y a des gens qui ont alors pour ce qui est des retraités, des petites pensions, pour ce qui est des salariés, pour ceux qui sont dans le secteur formel, enfin de l'économie formelle. Public, pardon, ils n'ont pas aussi non plus des salaires mirobolants, une dizaine de dollars tout au plus. Quand le transport coûte 2 dollars par jour, par exemple, je vous laisse faire le calcul pour comprendre à quel point tout ce qui incombe à un foyer dans sa vie quotidienne, c'est la même chose au Venezuela qu'en France. Je vous laisse imaginer. L'alimentation, même s'il y a le système de CLAP effectivement qui permet aux Vénézuéliens de recevoir une boîte avec effectivement des aliments de base, que ce soit la farine, de maïs, le riz, etc., qui permet de ne pas sombrer dans la famine. Mais la vie quotidienne, effectivement, est compliquée et demande des choix drastiques au quotidien. Comme conséquence du blocus, pour la plupart. Absolument, absolument. Puisque par exemple, le transport, effectivement, ça coûte, mais parce que c'est des systèmes de transport privés. Le système de transport public, lui, le métro est gratuit ou quasiment gratuit, avec des systèmes de bus aussi gratuits. Le problème, c'est que dès qu'il y a une roue crevée ou, pour ce qui est du métro, une courroie qui lâche, le blocus s'abattant sur les entreprises publiques, c'est extrêmement difficile d'avoir des pièces de rechange et donc il y a des ralentissements, il y a un système public finalement un peu déficient. Ça, voilà, pas de problème, on ferme la parenthèse. Voilà. Donc ça pèse quand même. Et effectivement, ça crée une lassitude. Mais on a pu voir, d'ailleurs, on peut le voir par les résultats d'hier soir, que le soutien quand même à la révolution reste fort dans ces secteurs-là. Ensuite, je distinguerai les raisons de l'abstention dans les secteurs d'opposition. Je pense qu'eux, ils sont lassés de l'attitude de leur camp, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Je pense que il y a plus grand monde qui comprend, est-ce qu'il faut participer, est-ce qu'il ne faut pas participer. Finalement, comme tu l'as dit, le système électoral n'a pas changé depuis 2010. Aujourd'hui, on demande aux partisans de l'opposition de revenir dans le jeu électoral, alors que pendant des années, on leur a dit que ce n'était pas la voie qu'il fallait choisir, que la voie était celle de l'ingérence étrangère, de l'insurrection, de la violence. De la violence meurtrière. Voilà. Tout à fait, tout à fait.
Voilà, donc je pense. Avec des candidats d'ailleurs, comme par exemple Luis Florido dans l'état du Lara, José Manuel Olivares à La Guaira ou Thomas Guanipa à Caracas, qui encore 2 mois ou 3 mois avant l'élection, avant cette élection, c'est-à-dire en août, faisaient des tweets en disant voter ne sert à rien, c'est Absolument. le pouvoir contrôle, et les mecs réclamaient les votes de leurs compatriotes 2 mois après. Ils étaient dans une schizophrénie complète et les électeurs passaient facture, hein, tout simplement. C'est intenable, c'est intenable. La deuxième chose, à mon avis, de leur côté, c'est le vide total de leur programme. Tout à fait, depuis des années d'ailleurs ça. Depuis des années, mais quand on se présente à une élection, à des élections régionales et locales, il faut quand même proposer un certain nombre de propositions, d'un projet de société, j'ai envie de dire, et de ce côté-là, c'est absolument le néant. Donc, je ne vois pas comment, effectivement, déjà, ils auraient pu convaincre éventuellement même des chavistes déçus, je ne sais pas, imaginons, convaincre des gens qui auraient été un petit peu perdus politiquement, pourquoi pas, et puis de leur côté, enfin, le côté de la droite néolibérale et conservatrice, voire de l'extrême droite, n'en parlons même pas. Oui, alors et puis il y a aussi un autre élément, je crois, qui est très important à prendre en compte. Comme conséquence aussi du blocus, de la baisse de la qualité de vie, vous n'êtes pas évidemment sans savoir qu'il y a de nombreux Vénézuéliens qui ont migré. Et alors évidemment, il y a une grande bataille de chiffres sur le nombre exact de migrants, non, pour une simple raison, c'est que les ONG et les États qui les reçoivent touchent de l'argent au prorata du nombre de migrants. Donc, ces gens-là vivent des migrants. Donc, ils sont évidemment une tendance à gonfler un petit peu les chiffres pour recevoir un petit peu plus d'argent et pouvoir se déplacer en 4x4. Voilà. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a effectivement une grosse migration, une migration de masse, notamment dans les pays latino-américains. Et on peut à peu près l'évaluer entre 15 et 20% du corps électoral. Donc, c'est-à-dire que déjà, tu fais une élection, puisqu'il n'y a pas de système de vote depuis l'extérieur, pour plusieurs raisons. D'une part, pour faire un vote depuis l'extérieur, il faudrait que les États reconnaissent Nicolas Maduro et les autorités vénézuéliennes comme légitimes, donc ce n'est pas fait. Une deuxième chose serait que les Vénézuéliens désirant voter s'inscrivent dans les consulats. Et donc là, on aurait des chiffres un petit peu plus sérieux sur la véritable présence migratoire de Vénézuéliens dans les pays étrangers. Et ça, je vous assure que pour la raison du pactole, du butin, les ONG et les États qui les reçoivent sont évidemment pas disposés à ce qu'un tel comptage se fasse. Et puis, troisième point, la très grande difficulté qu'il y aurait, là pour le coup, pour les autorités vénézuéliennes, à organiser ça en fonction du nombre de personnes et de la petitesse, de l'étroitesse des services diplomatiques dans ces pays. Donc, il n'y a pas, ces gens-là ne votent pas. Moi, ça ne me dérangerait pas, et je pense que les autorités vénézuéliennes, ça ne les dérangerait absolument pas, bien entendu, que ces gens puissent voter, mais ce n'est pas le cas pour les raisons que nous venons d'énumérer. N'empêche que ça fait du monde en moins sur les listes électorales. Donc, dans ces conditions, et dans ce qu'a rappelé Lina, 42%, eh bien, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal pour une élection dans ces conditions-là et par rapport aux élections passées, notamment les législatives qui a eu lieu en décembre 2020. Donc, on va aller sur les résultats, on va regarder peut-être d'un peu plus près les résultats. Avant, Lina, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur le contexte général? Non, effectivement, j'allais évoquer aussi cette histoire d'émigration et qui effectivement a pesé dans le taux de participation. C'est sûr, Très bien. c'est sûr. C'est sûr. Donc, les résultats, effectivement, donc 20 des 23 gouverneurs sont chavistes. La plupart des mairies ont été conquises aussi par les chavistes, pas toutes les mairies, hein. Par contre, il y a des mairies qui étaient traditionnellement à droite, qui ont été gagnées par le chavisme. Bon, une expression finalement du pluralisme politique qui existe au Venezuela. Mais il faut quand même dire quelque chose. Oui, c'est une victoire incontestable du PSUV, du chavisme,
Il n'empêche que les scores avec lesquels les chavistes ont gagné par rapport, par exemple, à 2017 ou par rapport à 2012 pour les élections régionales et 2013 pour les élections municipales sont un peu en deçà. Je m'explique. Dans de nombreuses régions, effectivement, on peut voir que le candidat chaviste gagne avec moins de 50% des voix dans un pays qui traditionnellement était assez polarisé. Alors, il y avait toujours plusieurs candidats aux élections municipales et régionales de la part de l'opposition, mais généralement, il y en a toujours un qui sortait du lot et qui arrivait finalement à polariser avec le candidat du chavisme. Là, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas et les candidats de l'opposition se sont vraiment battus entre trois blocs. Non le bloc de la MOUD, donc les vieux partis du Venezuela qui s'étaient coalisés, une partie autour de Action démocratique, donc un parti traditionnel social-libéral vénézuélien, et leurs alliés, et puis un nouveau parti qui s'est créé, qui s'appelle Fuerza Vecinal. Fuerza Vecinal, c'est un parti qui s'est créé avec des élus locaux de l'opposition qui ont joué le jeu de la démocratie depuis 5 ans et qui aujourd'hui s'affrontaient, voyant revenir des exiliés politiques. Alors ça me fait marrer. Le type, il est exilé et il revient pour gagner une élection. On n'imagine pas un communiste chilien en 76 revenir pour essayer de gagner la mairie de Santiago, évidemment non. Donc là encore, dans tout ce qui est réfugiés, exilés, etc., ça nous aide à relativiser tout ça. Ces gens-là revenaient et prétendaient que les circonscriptions leur revenaient de droit et donc essayaient de déplacer les forces de l'opposition qui étaient en présence et qui avaient fait vie sur ces territoires, et notamment en gagnant des mairies aux dernières municipales. Donc Fuerza Vecinal a réalisé de très bons résultats. Il ne faut pas se mentir. Et pour finir là-dessus, il y a encore quelque chose, je crois, d'important, c'est que les 3 régions qui ont été gagnées par l'opposition sont de très vieux leadership. Manuel Rosales dans le Zulia, Manuel Rosales a été gouverneur du Zulia, alors d'abord à la mairie de Maracaibo depuis 95, en 95, et ensuite gouverneur du Zulia en 2000, et puis il a pu lâcher le magot lorsqu'il avait été inhabilité. C'est sa femme qui avait pris la relève, donc il y a vraiment une grande adhésion avec des réseaux politiques. Donc Manuel Rosales a regagné cette région-là, y compris avec d'autres candidats de l'opposition. C'est important. Il a gagné sans appel, il a gagné avec 56% des voix sans appel. Dans l'état de Nueva Esparta, l'île Marguerite, vous connaissez peut-être, c'est assez touristique, c'est Morel Rodríguez qui a gagné. Morel Rodríguez, c'est le même profil. C'est un homme qui vient de parti AD, c'est une personne qui a été plusieurs fois gouverneur pendant 20 ans de l'île, de la région de Nueva Esparta. Et donc, les gens le connaissent, évidemment, il a un ancrage territorial très pesant. Et puis, dans le cas de Corredes, ça, c'est un peu plus bizarre, puisque Corredes, c'est un État chaviste qui votait avec des scores, c'est un État central du Venezuela, un État paysan, enfin agricole, et Corredes, c'était un peu un bastion du chavisme. Et le problème, je crois, que le chavisme l'a un peu utilisé comme un peu une roue de secours pour des politiciens en mal de poste, non? Et on a vu par exemple que durant une année, ça a été Erika Farias qui a été la gouverneure de Corredes, et après Erika Farias a été la maire de Caracas. L'ancienne gouverneure de Corredes est passée à Caracas pour être ministre. Donc, il y avait un certain irrespect finalement des électeurs, et celui qui remporte les voix, Galíndez, eh bien, encore une fois, de la même façon que Manuel Rosales ou que Morel Rodríguez, Galíndez a été gouverneur de l'État de Corredes en 2000, et jusqu'en 2000, pardon, 96 à 2000, et ensuite il s'est pris des vestes pendant 20 ans, et le type, il est encore là, les bottes, avec ses bottes, il est encore là, pendant 20 ans il s'est pris des roustes, et là, ploum, il se représente, là ça paye, les gens, les gens voient qui est resté, et surtout, tous ces gens-là sont restés dans le pays. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important.
Antonio Ecari à Caracas, qui arrive deuxième, puisque c'est les chavistes qui ont gagné la mairie de Caracas. Antonio Ecari, ça fait des années, il s'est présenté dans les années 90 à la mairie de Caracas. Et l'opposition avait essayé de le déplacer, ce leadership finalement local que les gens connaissent, avec l'importation donc de Thomas Guanipa, donc, qui se présentait sous les couleurs de la MUD, et Thomas Guanipa est de Maracaibo. Donc, si vous voulez, une traduction de ces trucs-là, c'est comme si pour affronter quelqu'un du PS parisien, la droite allait chercher Jean-Claude Gaudin. Voyez, avec l'accent, machin, etc., avec toutes les manières de la politique de Marseille à Paris. Ben, évidemment, ce n'est pas passé. Et Thomas Guanipa s'est pris une rouste et Antonio Ecari. Mais ça, c'est important parce que, effectivement, alors, dans les élections municipales et régionales, sans appel, hein, puisque le PSOE va gagner, il faudra néanmoins suivre l'évolution de toutes ces forces politiques d'opposition et de voir si elles arrivent, en rentrant évidemment dans les rails de la démocratie, puisque c'était ça le pari de ces élections, si elles arrivent à dégager ou pas un candidat commun aux élections présidentielles de 2024. Et dans ce cas-là, on verra quelle sera la réponse des chavistes. C'est une petite alerte. Évidemment, on ne peut pas l'appliquer pour les élections régionales et municipales. Hein. Le PSOE n'est pas responsable du fait que l'opposition partait complètement divisée. Et en plus, pas seulement divisée, de gens qui se détestent. Raconte-nous, Lina, le pugilat là, qui s'est fait devant les gens de l'Union européenne. C'était complètement incroyable. Quelques jours avant le scrutin, je ne sais plus si c'était mercredi ou jeudi, effectivement, il y a deux candidats donc de droite qui se sont castagnés devant des observateurs de l'Union européenne qui n'avaient pas mis les pieds au Venezuela depuis 15 ans. On imagine leur surprise, mais ce qui était d'autant plus étonnant, c'est le communiqué qu'ils ont produit après, qui, somme toute, minimisait l'incident parce que quand même, je ne sais pas quelle sera, quelle sera la teneur du rapport de l'Union européenne qu'on aura seulement demain, mais on sait que, comment s'appelle-t-il, Josep Borrell a déjà donné un avant-goût en expliquant que ça serait ce rapport-là qui légitimerait ou non les élections, ce qui est quand même hallucinant. Délirant. Hallucinant d'ingérence. Alors justement, on va parler de ça. Alors juste un petit mot sur les deux personnes qui se sont castagnées quand même. Donc Raoul Youssef et Américo de Gracia. Alors pour qui connaît un petit peu la vie politique vénézuélienne et surtout la vie politique dans l'État du Bolivar, parce que c'était là effectivement où ces deux types se sont castagnés. Alors c'était pas le cas évidemment des observateurs internationaux, mais là vous avez une bagarre entre deux représentants de clans mafieux. C'est la mafia qui se bat, et c'est notamment la mafia pour le contrôle des mines d'El Callao, de Las Claritas, du kilomètre 88. Mais évidemment, ça, ils ne pouvaient pas le savoir, l'Union européenne, quand ces gens se font passer pour des personnes respectables. Donc oui, retournons sur cette affaire de Joseph Borrell, et parce que la grande inconnue reste tout de même l'Union européenne. Alors, déjà, je voudrais juste te poser une question avant. Combien y a-t-il d'observateurs vénézuéliens en France ou en Espagne lorsqu'il y a une élection? Comment? Ça te va comme réponse? D'accord, très bien, voilà. 0. Bon, très bien. Voilà, j'avais un doute. Écoute, voilà, je pense qu'on a répondu à la problématique. Juste, je voudrais, avant qu'on parle de Borrell, parce que tu parlais des vieux classiques, des vieux loups qui reviennent, etc. Je pense qu'à cet égard, il est important de noter que 90% des candidats du PSOE sont des gens qui n'avaient jamais eu de mandat électif. Et parmi eux, 43% de jeunes et 52% de femmes. Oui, tout à fait. Et dans le même temps, il y a un autre aspect qui explique aussi pourquoi le retour des vieux loups, on va dire, parce que la jeunesse d'opposition, cette jeunesse des classes moyennes, des universités privées, en grande partie, durant des années, avait été cooptée par les secteurs les plus radicaux de l'opposition, c'est-à-dire Leopoldo López
Et c'est Leopoldo Boys, comme Freddy Guevara, comme Juan Guaido, comme toute une série d'acteurs politiques qui sont nés dans les manifestations de 2007, formés par l'Institut Albert Einstein et les Serbes de Otpor, c'est-à-dire que leur premier pas dans la politique a été la déstabilisation et les coups d'État soft ou les révolutions de couleur. Et donc, ça a créé toute une espèce d'esprit politique de que pour prendre le pouvoir, tous les coups sont permis, tous les coups communicationnels, tous les coups politiques sont permis, et évidemment, ça n'a pas favorisé la naissance d'un nouveau leadership démocratique au sein de l'opposition, c'est-à-dire d'une nouvelle jeunesse qui fait le pari des élections, qui fait du porte-à-porte, qui va chercher les voix, qui a un programme et qui essaie de convaincre les gens. Non, il y a eu toute cette partie de la jeunesse qui aurait pu être les cadres de demain, qui a été cooptée pour la guerre. Et une grande partie de ces cadres sont évidemment aujourd'hui vivent à l'étranger, et donc l'opposition étant mal, effectivement, de cadres issus de la jeunesse, d'où le retour de vieux loups de mer, si l'on peut dire, sous la forme de Morel Rodriguez, Manuel Rosales et le troisième, c'est Galíndez. Et d'autres, puisque Falcón dans l'État du Lara, et Antonio Ecari à Caracas, etc. C'est ça. Et ce qui explique aussi l'impossibilité de formuler des propositions nouvelles qui colleraient à ce que devrait être le Venezuela de demain. Exactement. Enzo Scarano à Carabobo, etc. etc. Oui, ça c'est intéressant. Donc, Borrell, l'Union européenne va encore parler en notre nom et va encore certainement peut-être dire des stupidités et des âneries d'ingérence. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une dichotomie, là, enfin, en tout cas apparente, je ne sais pas si elle est vraie, tu me diras ton point de vue, puisque Joseph Borrell a fait ses déclarations, comme tu l'as mentionné, en disant finalement, cette bande de négros caribéens peuvent aller voter ce qu'ils veulent, ce sont nous, à Bruxelles, les Blancs qui détermineront si, oui ou non, l'élection est valable ou pas. Bon, n'importe quoi, c'est plus une colonie, le Venezuela, mais la présidente de la mission d'observation avait immédiatement rectifié le tir en disant oui, non, c'est pas vraiment comme ça. Monsieur Borrell a dit quelque chose, mais nous allons voir, etc. Donc il y a quand même une. À quoi s'attend-on? Parce que je te demande ça, mais le Conseil des experts électoraux latino-américains. Alors le Conseil des experts électoraux latino-américains, c'est pas rien. Hein. Ce sont des anciens fonctionnaires, mais de très hauts fonctionnaires des autorités électorales d'Amérique latine. Donc vous avez par exemple Nicanor Moscoso, qui est le président, qui a été le président du tribunal suprême électoral colombien. Donc on ne peut pas l'accuser de chaviste, hein, bien évidemment. Et vous avez des autorités de tout le continent. Ces gens n'ont jamais cessé d'être observateurs. Ils n'ont jamais cessé d'émettre des rapports favorables sur le système électoral vénézuélien. Il en va de même pour l'Union africaine, il en va de même pour la CARICOM, il en va de même pour des députés européens qui, de leur plein, enfin non mandatés par l'Union européenne ou le Parlement, vont quand, tout de même voir, constater de leurs yeux, et puis de tous ces observateurs invités par tous les partis politiques. Ça, c'est important. Donc, pourquoi l'Union européenne finalement prend une telle dimension? En tout cas, chez nous, parce qu'au Venezuela, c'est acté. Tout le monde leur a dit que de toute façon, ils pouvaient émettre finalement une opinion. De toute façon, ça ne reste qu'une opinion parmi d'autres. Alors, ça reste une opinion. En même temps, alors moi, je dirais j'ai senti vis-à-vis des observateurs de l'Union européenne, bon, ils les ont accueillis, il n'y a pas de problème, mais il n'y avait aucune illusion sur la raison de leur présence ici. Et ça, je dois avouer que dans les discussions que j'ai pu avoir avec des militants ou des dirigeants du PSUV, et puis d'autres secteurs qu'on appelle même chavistes dissidents, hein, je pense notamment au Parti communiste du Venezuela, il n'y
a aucune illusion sur la teneur du rapport qui va sortir. Et ça provoque quand même une certaine colère. Parce que effectivement, il y a eu tout l'effort qu'on a décrit pour comment dire à tenir une élection qui n'avait rien d'évident, enfin des élections qui n'avaient rien d'évidente et qui relèvent quand même de la pardon, je m'excuse parce que je suis absolument fatiguée, mais bon, qui est un exploit, on peut le dire, et le fait que malgré l'absence de fraude, le fait que l'Union européenne doute enfin, puisse, comment dire, excuse-moi Romain, je suis vraiment super fatiguée, le fait que l'Union européenne puisse mettre en doute la probité du scrutin, ça génère quand même de la colère ici au Venezuela. Oui, tout à fait. Et puis surtout, alors pourquoi l'européenne est sacrément embêtée? Eh ben, elle est sacrément embêtée parce que, comme on l'a mentionné, le système électoral n'a pas changé depuis 2010. Or, l'Union européenne n'a pas reconnu les 4 ou 5 dernières élections. Donc, ils vont paraître complètement ridicules, encore plus ridicules, et en plus en notre nom et avec nos impôts, d'aller dire des âneries finalement et d'essayer de déstabiliser un pays souverain. Et c'est là toute la clé. Il y a eu un article de El País, et donc un tweet qui a été immédiatement retiré ce matin parce que qui décrivait les élections comme très bien, etc. Mais oui, mais le problème, c'est que le País, et je ne m'arrête pas, est le País d'Espagne, le Figaro, Le Monde, Libé, Mediapart, bon bref, tous les journaux et chaînes françaises, sauf l'Humanité et les Deux Rives, bien entendu, et puis quelques autres, ont tiré à boulet rouge sur un système électoral. Et là, ils sont très embêtés puisque pour certains changements géopolitiques, ils vont devoir reconnaître finalement l'élection. Donc, je pense qu'ils essaient de trouver une porte de sortie à peu près honorable. Et puis surtout, et là, on parle de business, c'est que de reconnaître reconnaître l'élection, cette élection, eh bien, ça veut dire que toute la mascarade de Guaido tombe à l'eau. Or, des banques européennes ont volé des avoirs de la République bolivarienne du Venezuela. Il y en a pour 7 milliards de dollars, sous le prétexte qu'il y avait cette dualité de présidence. Dès que les élections sont validées par tout le monde, la dualité de la présidence, il n'y en a plus. Évidemment, ça on le sait, dans les faits, il n'y en a pas. Guaido ne contrôle même pas l'arrivée d'électricité de sa chambre. Et donc, effectivement, là, pour le coup, il va y avoir des comptes à rendre. Je pense aussi à l'or que les Anglais ont volé au Venezuela, à Citgo, l'entreprise pétrolière, du service pétrolier volée par les États-Unis, à Monomero, cette entreprise volée par la Colombie. Le Venezuela a été dépouillé. Et Juan Guaido, donc, qui a été la façade pseudo-légale qui a justifié ce dépouillage, ce dépouillement, ce racket. Et cette figure est en train de tomber à l'eau, donc effectivement, il y a un récit qui va devoir s'acclimater. Voilà. Et en attendant, évidemment, on vous prend pour des buses, vous, qui nous regardez. C'est ça. Et je pense que l'Union européenne ne mesure pas à quel point elle est discréditée, parce qu'il était quand même intéressant de parler avec les observateurs qui venaient des... Il y avait 55 pays en tout quand même, hein, tu l'as rappelé au début. Plus de 300 observateurs accompagnateurs de 55 pays. Et donc, quand on parle aux observateurs qu'ils viennent d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, tout ça les fait doucement marrer quand même, parce que eux n'ont jamais cessé d'être là. Ils ont pu observer, avec les contradictions qui sont celles de tout pays, en fait, hein, et le Venezuela n'échappe pas dans son processus, effectivement, mais ils ont pu observer, depuis 2010, effectivement, un système électoral qui était stable. Et certains m'ont même demandé, mais pourquoi l'Union européenne, pourquoi le Venezuela aujourd'hui s'abaisse-t-il à faire revenir l'Union européenne? Très bonne question. Voilà, je pense que ça, il faut le noter parce que l'Union européenne est frappée d'un discrédit le plus total, parce qu'effectivement, aujourd'hui, elle est dans une position intenable où elle va, si elle le valide en tout cas, elle validera un processus électoral qui n'a pas bougé, comme tu l'as dit, depuis 2010. Et donc, ça, pour les Africains,
et pour tout un tas de pays qui sont très attachés au respect de la souveraineté, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Et oui, et oui, et oui, et oui. En fait, là, c'est là encore une fois où on voit bien que la dite communauté internationale dont on bassine les oreilles et qui regroupe finalement que les États-Unis et leurs satellites Bien ne sûr. représentent pas le monde. Ça, c'est d'ailleurs, je me rappelle d'une interview, je crois que c'était d'Ivan Gilles, qui était donc vice-ministre des Affaires étrangères pour l'Europe, qui avait dit le blocus nous a permis de nous ouvrir au monde. Mhm. Et c'est-à-dire d'abandonner cette dépendance que nous avions par rapport à certains pays occidentaux et de nous ouvrir à d'autres pays comme des puissances moyennes telles que l'Iran ou la Turquie, comme des pays d'Amérique latine, comme la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, etc., etc. Oui, bon, et ben écoute, je ne pense pas qu'on va épiloguer sur le rapport de l'Union européenne, ça a finalement que très peu d'importance, à part peut-être pour certains médias et politiciens d'Union européenne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Lina, sur ces élections? Écoute, moi, je pense qu'effectivement, là, ça ouvre une voie qu'il va falloir suivre très, très attentivement, parce que, comme tu l'as dit, effectivement, la perspective est celle de 2024, de la présidentielle. La droite a tenté de se reconstruire. On voit que le chemin est très, très compliqué. Donc, il va falloir suivre. Attention quand même. Danger aussi pour les chavistes, hein, parce qu'il va falloir là quand même encore une fois renouveler d'efforts pour pouvoir continuer à défendre le processus révolutionnaire et construire un autre modèle économique. C'est quand même ça l'enjeu, avec une production nationale forte, je pense notamment en termes d'agriculture, pour ne plus dépendre exclusivement du modèle extractiviste sur lequel on a beaucoup dévissé ces dernières années. Je pense qu'ils sont en train effectivement de commencer à prendre ce chemin-là. Il va falloir être attentif à tout cela, à la fois aux aspects politiques, économiques, parce que je trouve que ce processus en construction, il est absolument fascinant. Voilà, pour tout révolutionnaire qui se respecte dans le monde, et surtout sans jugement, voilà, sans œillère. Et puis, sans importation de modèles, voilà, parce qu'on n'est pas non plus pour recopier les modèles qui se font à l'étranger. Chacun doit respecter son histoire, la manière, enfin voilà, ses sociétés. Mais c'est en tout cas extrêmement intéressant. Bon, super. Alors, quelques petits chiffres, puisque tu les as, pour Ah, conclure, puisque tu les as mentionnés, il faut effectivement, pour renchérir un peu sur ce que tu disais et sur ce fait que effectivement l'opposition était divisée et que le chavisme a réussi aussi à gagner grâce à cette situation de fait, il faut voir que le PSUV a perdu des électeurs par rapport à 2017. Ils ont perdu 400 000 électeurs. Donc, il faudra voir comment, évidemment, reconstruire un récit politique avec, bien sûr. bien évidemment, des résultats, non? Puisqu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour pouvoir faire face aux prochaines élections présidentielles et aller avec la victoire au bout du fusil, ou en tout cas de l'urne. Deux autres chiffres qui sont intéressants, c'est que le parti Volontas Popular, le parti extrémiste qui a misé pendant ces dernières années sur un renversement par les armes du président Nicolas Maduro et du gouvernement chaviste, donc le parti de Leopoldo López et accessoirement aussi de Juan Guaido, a réalisé des scores catastrophiques lorsqu'il s'est présenté. Alors, il ne s'est pas présenté partout, mais ils ont réalisé des scores catastrophiques qui tournent autour de 3-4%. C'est évidemment, là, on voit l'impact que peuvent avoir des gens comme Leopoldo López ou Juan Guaido au sein du Venezuela réel. Quand on nous dit que Juan C'est Guaido est le ça. chef de l'opposition, il est chef de rien. Il est déjà même pas chef dans son parti, puisque c'est Leopoldo López, mais en plus de ça, ils n'ont plus aucun impact. Ils sont complètement discrédités au niveau électoral. Et puis, il La faut marionnette. aussi, voilà, exactement, il faut saluer aussi la finalement assez bonne performance du Parti communiste du Venezuela, puisque le Parti communiste du Venezuela a décidé de rompre pour des raisons, diverses raisons, notamment programmatiques, son alliance avec le chavisme, et donc de présenter, donc, depuis les dernières élections législatives, des candidats à part.
On pensait que le Parti communiste du Venezuela allait être rayé de la carte. Eh bien, finalement, non. J'ai à peu près regardé dans toutes les régions le score et dans les grandes villes. Et il réalise un résultat, ma foi, assez positif, qui tourne environ autour de 2% des voix. Voilà. Ce qui est le score historique du Parti communiste, au moins dans les 60 dernières années, en tout cas au niveau électoral, et c'est à peu près le score qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient dans l'alliance chaviste. Donc, c'est un assez bon résultat. On verra, évidemment, ils n'ont aucun gouverneur, on verra s'ils auront des maires. Juste un détail aussi. Là, évidemment, on parle de démocratie électorale, mais le Venezuela, c'est plus que la démocratie électorale, puisqu'il y a aussi la démocratie participative et protagonique, les conseils communaux, les 35 000 conseils communaux où toutes les décisions se font en assemblée générale, les 3500 communes qui sont des agrégats de conseils communaux, donc dirigés vers des projets socioproductifs, c'est-à-dire qu'au Venezuela, on ne délègue pas seulement, on ne délègue pas sa souveraineté tous les 4 ans, tous les 5 ans, sinon qu'il y a un exercice permanent de la démocratie. Il me semble que tu as pu voir des expériences, tu as pu parler avec les gens autour de ça. Alors, ça n'empêche pas que la démocratie électorale soit importante, hein, c'est ce qu'on traite ici. Mais quid de la démocratie participative 20 ans après, 15 ans après? Oui, effectivement. Alors, c'est là où on pourrait encore faire le distinguo avec les leçons que donne l'Union européenne et puis d'autres secteurs dans le monde. C'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, les gens ne se contentent pas de mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans et après de déléguer à leurs représentants politiques et puis après éventuellement de râler quand ils estiment que ça ne va pas. Là, on est effectivement dans une construction permanente avec effectivement, comme tu l'as dit, des conseils communaux, avec même parfois, alors ça, moi j'ai pu le constater dans le barrio del Valle, des féministes par exemple qui s'organisent au sein même des conseils communaux pour créer elles-mêmes des sous-sections, on pourrait dire, avec des communes antipatriarcales enfin voilà, tout ça est bouillonnant. On sent qu'effectivement, c'est ce processus révolutionnaire qui est en marche. On est dans l'autogestion à ce niveau-là. Alors, on ne va pas refaire un cours de marxisme, mais c'est presque la destruction de l'État. Là, on est dans la Commune de Paris version 21e siècle. C'est extrêmement intéressant et effectivement, c'est la preuve d'une démocratie vivante avec des gens qui participent au quotidien aux décisions, comment dire, qui élaborent des projets à partir du bas et qui effectivement les font financer. Enfin voilà, moi j'ai été très enthousiaste sur cette question-là parce que je la découvrais un peu comme tu as expliqué. J'étais pas une spécialiste du Venezuela avant de venir ici et effectivement tout ça est très intéressant. Oui, alors effectivement, c'est bouillonnant, hein, c'est peut-être le plus intéressant lorsque l'on parle de la révolution bolivarienne, c'est cette forme de démocratie qui a permis à ce processus de se maintenir. Hein, euh, en ce qui concerne les communes, les conseils communaux, puis les communes, parce que tu parlais de faire financer, c'était un problème que Chavez avait déjà soulevé il y a quelques années, c'est-à-dire que les conseils communaux, effectivement, dépendent de financement de mairie ou du gouvernement, et donc les communes doivent apporter un projet productif pour pouvoir s'autofinancer et être complètement autonome, et dans toutes les décisions se font en démocratie directe. Et là où c'est intéressant, c'est que l'Assemblée nationale votée, donc élue il y a quelques mois, il y a 1 an, est en train de plancher sur une loi de ville communale, donc des villes qui seraient régies sur ces principes de démocratie participative. Voilà, on referme, on revient sur la démocratie électorale, mais effectivement, ça méritait d'être noté. Et nous saluons d'ici Ángel Prado, donc, qui est le leader de la Comuna El Maizal, qui a été élu au terme d'un processus politique, qui avait été élu comme le candidat du PSUV pour la mairie de Simón Planas dans l'état du Lara, et ce dimanche, il a remporté l'élection. Et donc l'idée là, c'est symboliquement c'est très fort, puisque vous avez le pouvoir communal qui va se fondre avec le pouvoir constitué de la mairie, et on verra ce qui sortira en termes de pouvoir populaire de cette belle alliance. En tout cas, voilà. Merci Lina, merci beaucoup. Et merci à toi pour ton invitation.
Voilà, eh bien écoutez, on a été long, c'était bon, c'était avec Lina Sankari, journaliste à l'Humanité depuis Caracas. Lina est au Venezuela, elle nous a dit ce qu'elle avait vu dans ce pays et en n'étant pas une spécialiste, entre guillemets, sinon en ayant vraiment débarqué dans un pays qu'elle connaît parce qu'elle en a entendu parler, elle a la copine Cathy, Rosa, moi, on discute, mais n'empêche que voilà, c'est toujours bien aussi d'avoir un regard neuf, on va dire, sur ce pays. Voilà, et comme vous le savez, aucun milliardaire ni aucun État, et encore moins George Soros, ne finance les deux rives. Donc, nous ne pouvons compter que sur Ni l'humanité. ni l'humanité, bien entendu. Nous ne pouvons compter que sur vous pour continuer à vous offrir cet autre point de vue, cet autre son de cloche qui vous aide à forger votre propre opinion. Comme nous aimons à le répéter, vous n'êtes pas obligé de nous croire, vous n'êtes pas obligé de croire les deux rives, vous n'êtes pas obligé de me croire moi, vous n'êtes pas obligé de croire Lina Sankari, mais au moins vous avez cette autre son de cloche si nécessaire pour pouvoir comparer par rapport aux médias dominants et vous faire votre propre opinion. Donc, nous vous invitons bien évidemment à vous rendre sur le site www.lesdeuxrives.info, de cliquer sur Soutenez-nous et de faire une petite contribution pour que nous puissions continuer à vous offrir des analyses sur l'Amérique latine. Voilà. En tout cas, très important aussi, je vous l'annonce, dès demain, nous publierons aussi une vidéo d'analyse sur le Chili, parce que là aussi, ça a été folklorique au Chili. Hein, l'extrême droite pinochetiste en tête, une gauche un peu bizarre qui, alors qu'on lui promettait monts et merveilles, s'est complètement écrasée. Bon, il y a beaucoup à dire et pour ça, nous serons avec Rosa Moussaoui et Pierre Capanera. Donc, une très bonne analyste, Pierre, de la situation au Chili et Rosa, évidemment, aussi du journal L'Humanité. Les deux sont au Chili. Ils nous diront aussi ce qu'ils ont vu, leurs ressentis et leurs analyses. Je vous remercie et à très bientôt.